Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. Merci à tous pour votre présence et votre confiance. La thématique de ce webinaire ce soir, investir en SCPI en 2023, clé de compréhension pour saisir les opportunités de marché. Nous sommes ravis d'être tous les trois avec vous ce soir. Minsa Petit-Lambert, notre directeur commercial. Bonsoir. Jonathan Diver, le président et fondateur de meilleurscpi.com, et moi-même qui vais avoir l'honneur d'animer ce webinaire, Adrien Decker, le directeur général adjoint. On va commencer tout de suite par vous présenter le sommaire de ce webinaire. Première partie, investir en SCPI en 2023. Ensuite, on va s'intéresser à la situation des fonds immobiliers dans le contexte actuel, pour finir sur concrètement, pour vous, pour les épargnants, quels vont être les impacts potentiels sur vos investissements en part de SCPI. Donc, une démarche plutôt en entonnoir pour aller du plus général au plus précis par rapport à vos investissements en part de SCPI. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de comprendre l'impact de la conjoncture actuelle sur vos investissements en part de SCPI, et c'est ce qu'on va essayer de vous faire passer ce soir. Première partie, investir en SCPI en 2023. Je vais laisser Minsa nous présenter les différents éléments et prendre un peu de recul sur le contexte actuel. Je t'en prie, Minsa. Merci Adrien. Alors l'idée de cette première partie, ce sera de prendre un petit peu la température du pays en analysant notamment quelques indicateurs macroéconomiques. Alors le premier de ces indicateurs sera le PIB, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Cet indicateur permet notamment de mesurer la création de richesse dans un pays. Comme vous pouvez le voir à l'écran, depuis fin 2021 à peu près, ce PIB oscille entre 0 et 1%. Alors, on note également depuis, grosso modo, fin du premier trimestre 2022, un léger ralentissement de cette création de richesse, provoqué en grande partie par l'augmentation des taux que l'on a pu observer au cours de ces derniers mois. Et on s'aperçoit également que dernièrement, cette tendance au niveau du PIB est plutôt identique entre notre pays et la zone euro. Alors, Minsa, on parle régulièrement de récession aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'au vu de ce graphique, on est aujourd'hui dans une période de récession? Alors, excellente question, Adrien. Économiquement parlant, on parle de récession dès lors où vous avez 2 trimestres consécutifs de baisse de ce PIB. Or, on constate sur ce graphique que ce n'est pas le cas, ce qui signifie donc qu'officiellement, nous ne sommes pas entrés en récession en France. Je te remercie, Minsa, pour cet éclaircissement. Si on passe au second indicateur, qui est le taux de chômage. Là aussi, un constat qu'il est assez facile de dresser, c'est que on peut voir une baisse régulière et constante de ce taux de chômage depuis à peu près 2016. Actuellement, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ce taux de chômage est aux alentours des 7%, qui est plutôt, je dirais, encourageant au vu notamment de l'historique que vous pouvez voir à l'écran, et de ce taux de chômage actuel a atteint un plus bas historique depuis plusieurs décennies. L'indicateur qui suit sera ce qu'on appelle Avant l'indice de passer, Minsa, à l'indicateur suivant, je pense que c'est important de remarquer que la moyenne, elle est de 8,93% sur les 20 dernières années. Et donc, on se situe justement en dessous de cette moyenne du taux de chômage sur les 20 dernières années. Exactement. Si on passe à l'indicateur suivant, qui est l'indice de confiance, celui-ci permet notamment de pouvoir mesurer la confiance des ménages vis-à-vis de l'économie. Alors, vous avez un standard, en quelque sorte, une base 100, qui va nous permettre, notamment en fonction des chiffres et des périodes que nous observerons, d'identifier, de jauger s'il y a plutôt confiance des ménages vis-à-vis de l'économie ou plutôt une inquiétude. Alors, le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'à partir notamment du confinement, je vous rappelle qu'il y a eu lieu à peu près au mois de mars 2000, grosso modo, nous avons donc non, pas du tout. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a plutôt flirté avec enfin, on est plutôt au cours de ces derniers mois, puisque c'est un indicateur qui se mesure mensuellement,
sur une confiance des ménages qui est plutôt plus faible que la moyenne historique. Mais en revanche, le point positif, c'est que cet indicateur, on le voit au cours de ces derniers mois, notamment depuis février-mars de cette année, a plutôt tendance à reprendre un petit peu des couleurs et de se rapprocher petit à petit de cette moyenne historique qui est sur une basse qui est plutôt encourageant dans le contexte actuel et ce qui montre donc un regain de confiance côté des ménages. Un autre élément important, c'est la hausse récente des taux d'intérêt. Exactement. Comme on peut le voir sur le graphique, il y a, j'ai envie de dire, deux environnements qui sont totalement différents. On a une première période qui part du premier trimestre 2001 et qui va jusqu'à à peu près début 2012, où on note une baisse significative de ces taux d'intérêt. Alors, effectivement, il y a eu parfois des moments où c'est remonté, d'autres moments où c'est redescendu. Mais globalement, si on constate sur cette période d'à peu près une vingtaine d'années, les taux sont tout simplement arrivés à zéro. Maintenant, ce que l'on observe, c'est que depuis début 2022 jusqu'à aujourd'hui notamment, et c'est relativement très marqué sur le graphique à l'écran, on a une remontée rapide et brusque de ces taux d'intérêt, évidemment liée à l'inflation dont on parlera dans quelques instants, et qui correspond tout simplement à la réponse apportée par les différentes banques centrales pour tenter de pouvoir juguler cette inflation, puisque vous le savez, ce qui peut nous permettre notamment, enfin, l'un des outils principaux nous permettant de pouvoir lutter contre cette inflation est l'augmentation des taux, qui a un impact bien entendu significatif sur les taux auxquels nous empruntons. Et si on se projette sur effectivement la slide d'après que vous avez, nous avons ici, on retrouve notamment notre fameuse inflation, qui est, je le rappelle, marquée par une hausse des prix, enfin, qui est l'impact d'une hausse des prix ou encore une baisse de la valeur de la monnaie. Et on voit bien justement fin 2021, début 2022, ce pic relativement vertigineux de cette inflation qui a provoqué et qui a contraint les banques centrales à y répondre de manière relativement vigoureuse. Et par rapport aux autres pays européens, Minsa? Si on fait un zoom et un focus sur l'inflation au cours de ces derniers mois, de ces 12 derniers mois, il y a deux constats que l'on fait. Le premier constat, c'est que courant de l'année dernière, l'inflation en France, que vous voyez sur la courbe bleue, était moins élevée que l'inflation en zone euro. Alors, dernièrement, ce que l'on voit dans notre quotidien, c'est plutôt une inflation qui a tendance à se stabiliser aux alentours des 6,5%, 6,5%, et une zone euro qui a rejoint notamment le niveau d'inflation que l'on peut nous connaître en France. Merci beaucoup, Minsa, pour cette prise de recul. Alors, on a une inflation qui est importante, c'est vrai, on va en parler, hein, on en a parlé, c'est le plus haut niveau d'inflation depuis 30 à 40 ans qu'on ait connu en France. Pour autant, c'est vraiment en période inflationniste forte qu'il faut continuer à investir. Pourquoi? Tout simplement pour se protéger contre l'inflation et préserver son pouvoir d'achat. On rappelle que l'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale du niveau des prix. On va vous illustrer ces éléments à travers un exemple assez simple qu'on a voulu volontairement assez simple, mais assez parlant. Un exemple chiffré, imaginons que vous deviez payer les études de votre fille dans 3 ans pour un montant de 10 000 euros. Vous avez cette somme aujourd'hui et vous décidez de la mettre de côté, justement pour financer ces études. Qu'est-ce qui se passera 3 années après? Admettons que vous ayez 5% d'inflation. Dans 3 ans, les études de votre fille ne coûteront plus 10 000 euros, mais 11 576 euros. 3 cas de figure possibles ici dans notre exemple. Première hypothèse, vous avez laissé cet argent sur votre compte courant, vous n'avez rien fait. Les études coûtent 11 576 euros, il vous manque donc 1 576 euros. Deuxième hypothèse, vous avez placé cet argent sur votre livret A. On rappelle que le taux du livret A est toujours légèrement inférieur à l'inflation. À un taux de 3%, vous avez donc 10 927 euros, il vous manque 649 euros. La troisième hypothèse, vous avez investi cet argent.
un taux de rendement de 5% net d'impôts, net de frais, vous avez donc 11 576 €. Il ne vous manque, dans ce cas de figure-là, rien pour financer les études de votre fille. Alors, cet exemple, il est volontairement très simpliste et ne prend pas en compte tous les éléments liés à la fiscalité, etc. Mais l'idée étant vraiment d'illustrer cette perte du pouvoir d'achat liée à l'inflation si justement vous n'investissez pas pour vous protéger. Alors, si on synthétise un petit peu les différents éléments que tu as pu présenter, Minsa, ce qu'on comprend, c'est qu'on a un ralentissement de la croissance, mais qu'on n'a aujourd'hui pas d'éléments alarmants économiquement pour l'instant. On a une remontée des taux qui a été très rapide, mais finalement des taux qui sont au même niveau qu'on a pu avoir historiquement, au même niveau qu'entre 2001 et 2005, etc. Pour autant, on a une inflation qui est très importante et là, pour le coup, qui est historiquement très haute. La conclusion par rapport à ça, puisque le titre de cette première partie, c'était investir en 2023, il faut continuer à investir pour préserver son pouvoir d'achat et continuer à être capable de financer ses projets de vie. Il faut toujours, par contre, garder en tête que la durée et les montants doivent être cohérents avec vos projets. Et voilà, c'est vraiment cette idée d'investir pour continuer à financer ses projets de vie qui est importante. Maintenant, on va descendre un petit peu dans notre entonnoir. Quelle est la situation aujourd'hui des fonds immobiliers dans le contexte actuel? Là-dessus, Jonathan, je t'invite à nous éclairer un petit peu plus en détail. Merci Adrien, bonsoir à toutes et tous, merci de votre présence. Alors c'est vrai que j'ai un plaisir particulier à parler de la situation des fonds immobiliers. Pourquoi? Parce qu'il y a du sous-jacent immobilier. Depuis qu'on a lancé Meilleur SCPI, on essaie de comprendre le mieux possible le sous-jacent immobilier. Dans mon métier d'avant, je vendais des immeubles à des investisseurs immobiliers, dont les gérants de SCPI. Et donc c'est une matière qui m'intéresse particulièrement. Alors, donc, il y a un élément qui est déjà important. On a une inflation qui est importante, donc on se retrouve dans une situation où il y a des produits bancaires qui ont, qui ont un intérêt qui reprend de la vigueur aujourd'hui avec le livret A à 3%. Ça a plus de vigueur que quand on était sur un livret A à 0,5%. Donc, on voit qu'il y a un intérêt, j'allais dire, en termes de compétition, en termes de produits de placement qui vient se renforcer sur des produits alternatifs. Néanmoins, un fonds immobilier, eh bien, il est loué à une entreprise. Cette entreprise, elle a des loyers qui sont en partie indexés à l'inflation avec l'augmentation des rendements à venir avec les indices que sont l'IRL pour les locaux d'habitation, l'ILAT pour les locaux d'activité tertiaire et l'ILC pour les locaux commerciaux. Donc, on va prendre l'exemple de l'ILC, donc l'indice des loyers commerciaux. C'est quand, par exemple, votre boulanger est le locataire de son mur de commerce. Eh bien, vous voyez que sur la dernière année, on a une augmentation d'à peu près plus de 6% sur cet indice, sachant que cet indice, il est publié chaque trimestre. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 6%, on va pouvoir, alors dans le cadre des commerces, les impacter en partie. On va pouvoir indexer de 3,5% son loyer pour certaines classes de commerçants et en totalité pour d'autres. Donc, mécaniquement, le loyer, quelque part, global, va augmenter et donc c'est un élément qui est important. Même exercice sur l'ILA, donc, qui est l'indice des loyers des activités tertiaires, donc, qui est l'indice pour les bureaux, donc c'est la grande majorité des locataires des SCPI. L'indice l'année dernière, en tout cas sur une année glissante, pareil, augmentation de 6%. Et là, pour le coup, on peut l'appliquer en totalité. Ce qu'il faut savoir, c'est… Jonathan, je me permets de te couper, mais il me semble qu'on peut également avoir un effet d'aubaine pour les SCPI européennes par rapport à ça. Exactement. Vous avez certaines SCPI qui sont investies à l'étranger. Et l'inflation, il faut le rappeler, a été plutôt… très bien, mieux jugulé en France que dans les autres pays d'Europe. Et bien évidemment, quand vous détenez un actif à l'étranger, eh bien, il est indexé selon les règles locales. Et il y a certains locataires qui ont vu leur loyer augmenter de 10, 12, 13%. Donc, quelque part, c'est cet effet d'aubaine de pouvoir être, j'allais dire, investisseur dans une SCPI pan-européenne qui va pouvoir vous permettre de un peu plus protéger quelque part votre pouvoir d'achat. Intéressant, effectivement, pour les épargnants. Et quant à l'augmentation des taux, quels sont les impacts pour les fonds immobiliers?
Pour les fonds, alors cette augmentation des taux, il y a un inconvénient, hein, c'est à court terme une baisse potentielle des valeurs d'expertise du patrimoine. Donc ça, c'est un élément qui est vrai. Néanmoins, il y a un gros avantage, et vous le verrez, on a essayé de vous le présenter de manière illustrée, c'est qu'aujourd'hui, les SCPI sont des acteurs qui investissent comptant, sans conditions suspensives de financement, c'est-à-dire qu'elles achètent cash. Quand il y a un vendeur qui doit vendre parce que, vous voyez, par exemple, en Europe, il y a plein de fonds immobiliers qui sont sur avec un endettement fort. Et cet endettement, en plus, il est sur du taux variable. Alors, quand vous êtes sur un endettement fort avec du taux variable, vous voyez que mécaniquement, vous vous retrouvez dans des situations où vous devez vite vendre. Eh bien, une SCPI, elle va pouvoir saisir cette opportunité. Elle va pouvoir acheter dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un niveau de transaction qui est moins important. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que on a vraiment un potentiel de création, de réserve potentielle de revalorisation à terme. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a plein de gérants qui se frottent les mains d'acheter des actifs dans des bonnes conditions. On verra également des exemples dans les prochaines slides. Alors, la photo de gauche, c'était la photo l'année dernière. Il y avait beaucoup de pêcheurs, beaucoup de gens qui voulaient aller à la pêche pour récupérer du poisson. La photo droite, c'est la photo d'aujourd'hui. Donc, quelque part, pour un pêcheur aguerri qui aime bien pêcher, le moment à droite est beaucoup plus agréable. Il va pouvoir sortir des beaucoup plus beaux et gros poissons. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Donc, le time to market, comme on dit en anglais, il est bon pour l'acheteur. Et les SCPI, et vous, en tant qu'épargnant qui êtes investisseur en SCPI, vous êtes des gens riches, en fait, aujourd'hui, dans le fait que vos gérants sont capables de négocier des conditions d'acquisition qui sont assez redoutables. Alors, je crois qu'on commence déjà à voir certains exemples d'acquisitions qui ont été faites récemment dans de très bonnes conditions. Jonathan, tu peux nous en présenter quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, là, on a une première acquisition qui a été faite en Irlande, à Dublin. On a un actif qui a été acheté sur un rendement acte en main. Acte en main, ça veut dire tout frais compris. Donc, le rendement net investisseur, quelque part, net immobilier, eh bien, il est de 8,21. En moyenne, entre ce rendement et le rendement distribué, il y a 150 points de base qui sont retirés. Donc, ça veut dire que ce rendement, s'il n'y avait que cet actif immobilier, il distribuerait pour la SCPI en moyenne 6,71% de rendement pour la SCPI. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les acquisitions qui sont faites aujourd'hui dans les conditions actuelles, elles sont relutives en termes de rendement. Les SCPI qui achètent et qui continuent de collecter une épargne de façon significative, c'est tout à fait pertinent. On va passer sur l'exemple d'après. On a un actif qui a été acheté par une SCPI et qui a été acheté sur un rendement de 8,21% pour 33 millions d'euros en mars 2023. Ce 8,21, pareil, si on retire 150 points de base, ça fait 6,71. Donc, on est vraiment sur un rendement qui est tout à fait intéressant, et on voit fleurir de plus en plus d'opportunités que les gérants vont saisir. Moi, je vous parle de ma vie d'avant, quand j'étais dans un cabinet de conseil en immobilier international où on vendait des actifs. La crise des subprimes 2009 a été parfaitement gérée par les SCPI. Les SCPI ont su saisir des opportunités, et les vendeurs qui étaient à l'époque des assureurs vie parce que l'immobilier pesait trop, etc., ils sont en train de répéter l'histoire. Et les SCPI, en tout cas certaines SCPI, vont être capables de saisir ces opportunités qui seront distributives de potentielles plus-values à terme. Est-ce qu'on peut considérer, Jonathan, que typiquement les deux acquisitions qu'on vient de voir, donc ces bureaux en Belgique et cette autre acquisition opportuniste en Irlande, elles n'auraient pas pu être effectuées dans ces conditions peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans? C'est certain. Et comme on dit, cash is king. La SCPI, de par son modèle, est ce qu'on appelle un equity player, un investisseur cash. Et celui qui a le cash aujourd'hui, vu que les conditions de financement sont très dures, eh bien, c'est celui qui est riche. Voilà. Et les SCPI qui collectent vont saisir de très belles opportunités dans les 12 à 24 prochains mois. Merci, Jonathan.
On peut avoir également un ralentissement économique. On a certains risques par rapport à ça? Alors oui, bien sûr, hein, comme je veux dire, on est sur de l'immobilier dit d'entreprise, hein, donc on a des entreprises qui payent des loyers. Il faut que l'activité de ces entreprises se maintienne. Bon, on a de la chance parce qu'on a quand même une dynamique européenne qui est forte. Il y a quand même une grande mutualisation dans les SCPI, hein. On a des épargnants qui sont extrêmement mutualisés en termes de nombre de locataires, de type de locataires, avec les activités des locataires qui sont très complémentaires, une diversification sectorielle et géographique, hein, c'est important de le rappeler. On ne va pas se positionner que sur un seul pays, on est positionné sur plusieurs pays. On a une distribution qui est nette de taxes foncières et de charges. Quand on est en immobilier d'entreprise, la taxe foncière, quand l'actif est loué, elle est à la charge du locataire. Donc, c'est des éléments qui sont importants. Donc, la hausse des taxes foncières n'est pas un sujet aujourd'hui, en tout cas pour les SCPI. Et puis après, on a des conditions de retrait qui sont réglementées et tout un cadre réglementaire qui est extrêmement transparent. Merci Jonathan pour ces différents éclairages quant à la situation des fonds immobiliers. Maintenant, la partie qui, je pense, a le plus de sens pour nous tous, notamment pour vous qui nous écoutez et qui êtes là avec nous aujourd'hui. Concrètement, pour l'épargnant, quels peuvent être les impacts potentiels sur vos investissements en part de SCPI? Qu'est-ce qui peut se passer pour votre épargne? Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jonathan, est-ce que tu peux nous faire encore une petite prise de recul par rapport aux performances des différents produits d'épargne et de la SCPI? Oui, avec joie. Là, on a le TRI 10 ans, mais j'aimerais qu'on passe directement sur le TRI 20 ans. Pourquoi? Alors, Parce le que TRI, est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est pour les épargnants? Bien sûr, donc c'est le taux de rendement interne, c'est le rendement de l'investissement sur le rendement de l'opération. Alors, dans le taux de rendement interne, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le rendement d'un point de vue de distribution. Quelle a été la distribution de votre investissement? En SCPI, c'est ce qu'on appelle le taux de distribution. Et il y a également le rendement sur la revalorisation. Quelle a été la revalorisation de votre actif? Voilà, donc si on a un taux de distribution qui est de 5% et qu'on a une revalorisation régulière de 2% par an, par exemple, on va avoir un TRI qui va être supérieur à 7%. Voilà, donc c'est vraiment le rendement de l'opération. Qu'est-ce qu'on voit sur une opération sur une durée de 20 ans? On voit qu'on a eu un taux de rendement interne des SCPI qui a été de 8,5%. Alors, il y a d'autres supports qui ont eu des rendements équivalents, inférieurs ou supérieurs. Mais néanmoins, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est cet horizon de détention. On est en SCPI sur une durée moyenne, ça c'est les chiffres Rocket Data, 22,25 années. Donc, c'est un élément qui est important et on voit ce 8,5% qui somme toute, est tout à fait pertinent dans la durée. Et si on fait un peu plus un focus sur les SCPI et qu'on rappelle un peu la performance sur les dernières années? Oui, alors on a un historique sur 30 ans. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les SCPI, quand on regarde le liseré bleu cyan, vous voyez que la courbe bleu cyan, on voit que la SCPI a toujours distribué un rendement de plus de 4,5%. Alors, il y a eu la crise des années 90 qui a été assez violente, mais à l'époque, on était dans un univers où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas cette information comme il y a aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, la SCPI s'est bien structurée, il y a une organisation de son marché secondaire, il y a des éléments forts. Mais ce qui est important quelque part, c'est plus que cette courbe-là, j'ai envie qu'on aille sur la courbe d'après, Adrien. Pourquoi? Rappelons simplement que les performances passées, effectivement, ne préjugent pas des performances futures, mais que ça nous permet d'avoir une compréhension de ce qui s'est passé. Exactement. Alors, pourquoi je vous prends cet exemple de 1988? Donc, 1988, on est 2 ans avant la crise, la forte crise qui a eu lieu en immobilier. Et un épargnant qui a investi 100 € en 1988 et qui a réinvesti tous ses dividendes, trimestre après trimestre pendant 30 ans, en tenant compte d'une fiscalité de 20%. Alors, sachant que la fiscalité de 20%, c'est à peu près ce qu'on peut quelque part obtenir quand on est sur une SCPI pan-européenne aujourd'hui. Donc, on ne triche pas, les chiffres sont là. Eh bien, 30 ans après, net de toute fiscalité, c'est plus de 550 € qui ont été obtenus pour cet épargnant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ce qui est très important dans tout placement, c'est ce réinvestissement des dividendes,
voilà, ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, au bout de, pour un investissement qui vous distribue 6% de rendement par an, au bout de 12 ans, eh bien, les intérêts représenteront plus que le capital initial. Voilà. Et quelque part, qu'est-ce qui est intéressant avec les intérêts composés, et en particulier en SCPI, c'est que quelque part, ça va vous permettre de moyenner votre prix d'acquisition et d'être vraiment sur une lancée long terme. Donc, 30 ans en immobilier, c'est une durée d'engagement qui est tout à fait, j'allais dire, normale sur un investissement. On va dire que c'est un engagement long terme. Mais c'est les engagements long terme, c'est l'investissement long terme qui vous permet de traverser les crises et surtout saisir les bonnes opportunités pendant les périodes difficiles. Merci Jonathan, c'est vrai que ça nous illustre bien cet effet boule de neige avec le principe des intérêts composés où on gagne des intérêts sur des intérêts sur des intérêts, etc. Maintenant, on voudrait s'intéresser à plusieurs questions que vous vous posez, notamment des questions qui nous ont été posées avant le webinaire, des questions qu'on a au quotidien avec nos clients et des questions qui ont même été posées à travers le chat depuis le début de ce webinaire. Minsa, c'est à toi que je vais m'adresser. On parle souvent d'une baisse du rendement avec la conjoncture actuelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à une baisse éventuelle du rendement sur les SCPI ? Alors, la première chose déjà que j'aurais à dire, c'est qu'investir en SCPI, c'est investir en immobilier. Et dès lors où on investit en immobilier, il existe des risques intrinsèques à cette classe d'actifs, comme sur la plupart des produits d'épargne de toute façon. Et l'un de ces risques est notamment la fluctuation du rendement. Ça en fait partie. Maintenant, les SCPI, j'ai envie de dire au niveau intrinsèque, mais également dans le contexte actuel, ont de quoi se défendre. Tout à l'heure, Jonathan abordait notamment le sujet des meilleures conditions d'achat pour les SCPI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SCPI ont des opportunités qu'elles saisissent, qu'elles ne pouvaient pas saisir il y a encore 18 ou 24 mois. Donc évidemment, quand on achète avec un prix bien plus abordable, eh bien, ça a un impact, bien entendu, direct sur le rendement du fonds immobilier de la SCPI et in fine pour l'épargnant final. Le deuxième élément également que nous avons abordé et qu'il faut remettre en perspective, c'est l'indexation des loyers sur l'immobilier commercial par rapport aux différents indices que l'on a abordés, l'ILAT, l'ILC, etc. Et ensuite, là, ça c'est une caractéristique intrinsèque de la SCPI, c'est ce sujet de la mutualisation, aussi bien sectorielle que géographique. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? On veut dire par là qu'en investissant sur une seule et unique SCPI, vous, en tant qu'épargnant, serez co-détenteur, co-associé de dizaines, voire de centaines de biens immobiliers qui parfois sont loués à des locataires qui ne travaillent pas, qui ne sont pas sur le même secteur d'activité. Ça peut être du bureau, ça peut être du commerce, ça peut être de la santé, de la logistique et j'en passe. Et évidemment, sur une zone géographique plus ou moins large, évidemment en France, mais on a également parlé des actifs immobiliers qui étaient détenus à l'étranger. Quand on parle d'étranger, en général, on parle de pays limitrophes à la France, on va dire de l'Europe de l'Ouest, ce qui permet notamment de pouvoir profiter d'opportunités que l'on ne trouverait pas sur notre territoire et vice-versa. Alors, sur cette notion, excuse-moi, Mita, mais je crois que cette notion d'opportunité, notamment cette notion de cycle, on va en parler juste après. C'est un élément vraiment très important sur les investissements, cette notion de cycle. Et je t'en prie, je t'ai un peu coupé dans ton élan. Non, j'allais passer en général à la seconde question qui suit la première et qui est régulièrement posée. C'est la question qui revient le plus. Idem, exactement. Elle est revenue dans ce webinaire. Une baisse du prix de la part. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir le prix de la part baisser dans quelles conditions, etc. Alors, comme j'ai dit précédemment, puisqu'on parle d'immobilier, l'un des autres risques, mis à part celui de la fluctuation des loyers, c'est la fluctuation de la valeur de ces parts de SCPI. Et c'est une question qui est tout à fait légitime au vu du contexte actuel. Que l'on note, que l'on observe historiquement, c'est que dès lors où on a une remontée des taux, eh bien, évidemment, ça a un impact, ça peut avoir un impact sur la valeur des actifs immobiliers et donc sur la valeur des parts de SCPI. Alors, ça, c'est vrai. Pour autant, je pense que la remontée des taux va faire baisser la valeur de la plupart des actifs. L'immobilier n'est pas un cas isolé. Exactement. C'est exactement vrai.
Et ce que j'ajouterais par rapport à cela, c'est que les SCPI disposent de solides amortisseurs, de matelas de sécurité en quelque sorte, qui peuvent leur permettre de faire face notamment à ce contexte actuel. Alors, je vais essayer d'aller très vite, il y en a plusieurs à citer, et je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. La première des choses, c'est que le fonds immobilier SCPI est déjà un échantillon très spécial du marché immobilier de manière globale. C'est un fonds immobilier qui est géré au quotidien par des professionnels qui non seulement entretiennent les immeubles détenus, les rénovent lorsque cela est nécessaire, les transforment si utilité il y a, et suivent les utilisateurs occupants au plus près, ce qui permet notamment de pouvoir maintenir, de pouvoir au maximum justement ne pas être sujet à cet impact de la hausse des taux. Deuxièmement, on revient sur le sujet de la diversification sectorielle que j'ai évoqué précédemment lorsque j'abordais le sujet du rendement. Le fait d'être sur différents secteurs d'activité qui n'évoluent pas de la même façon en fonction du contexte permettent également au SCPI d'avoir des amortisseurs solides. Troisièmement, il faut aussi savoir que les valeurs des actifs immobiliers des fonds SCPI sont réalisées par des experts indépendants qui sont mandatés par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, j'aime bien appeler le gendarme du monde de l'épargne. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces évaluations sont faites aux alentours à peu près de 20% de la taille du parc immobilier de la SCPI dans une année. Ce qui veut donc dire, là aussi, que si baisse il y avait, le ressenti sur l'intégralité du fonds immobilier, en quelque sorte, là aussi, serait amorti. Ensuite, autre élément en faveur des SCPI et de la solidité par rapport à une éventuelle baisse du prix de cette part, c'est la façon dont on fixe le prix de la part de SCPI. Alors, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous qui nous écoutent, entendu parler de la valeur de reconstitution. Qu'est-ce que c'est que la valeur de reconstitution? C'est la valeur de la part qu'il faudrait payer pour reconstituer à l'identique le fonds immobilier SCPI. Et c'est à partir de cette valeur de reconstitution que les gestionnaires de SCPI fixent le prix d'achat de leur part de SCPI, donc fixent la valeur de votre patrimoine. Et les gérants immobiliers ont la possibilité de fixer ce prix de part dans un couloir compris entre moins 10 et plus 10 par rapport à cette valeur de reconstitution. Et ce que l'on constate, là aussi, si on fait une photographie, j'ai envie de dire, un peu macro du marché de la SCPI, c'est qu'en moyenne, il existe un écart de l'ordre de 4 à 5% entre le prix d'achat d'une SCPI et sa valeur de reconstitution, ce qui constitue un matelas également de sécurité contre une éventuelle baisse qui pourrait intervenir sur le court, moyen ou long terme. D'accord ? Et enfin, et je pense que c'est sans doute le point le plus important de ce que j'ai à dire par rapport à cette éventuelle baisse qui pourrait intervenir sur les parts de SCPI, c'est que souvenez-vous, on investit en immobilier. En investissant en immobilier, on investit normalement avec un horizon de long terme. Et tout à l'heure, Jonathan l'a rappelé, c'est que la durée de détention moyenne des SCPI constatée est de l'ordre de 22 ans. Et en 22 ans, en une vingtaine d'années, il s'en passe des choses, notamment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors où on est projeté sur cet horizon de placement de long terme, en réalité, vous allez voir que le sujet de la baisse ou non des parts de SCPI devient en quelque sorte un non-sujet. Et je vais te demander, s'il te plaît, alors, de passer… on va l'illustrer, mais juste avant, une petite précision, INSA, puisque ça me paraît important de le donner à nos épargnants. Alors, c'est 100% de la valeur des biens qui sont évalués et 20% des biens qui sont visités. Donc, tous les biens sont, voilà, parce que je pense que c'était important de le préciser. Donc, l'intégralité du patrimoine est évaluée tous les ans et 20% qui sont visités sans doute pour des questions de temps de visite et de logistique. Exactement. Vas-y, je t'en prie, Minsad, est-ce qu'on a un graphique qui illustre bien cette notion de cycle, justement? Bien sûr, exactement. Alors, vous avez à l'écran l'évolution du logement ancien de 1960 à nos jours. Alors, je vais laisser de côté le fait que l'on soit à Paris ou en France, puisque de toute façon, le graphique dans sa globalité montre la même chose. Ce dont on se rend compte, c'est que sur le long terme, l'immobilier, et là on ne parle que de valeur, est un placement qui est rentable. Vous le voyez, entre 1960 et aujourd'hui, en moyenne, la valeur du patrimoine a fait x3. Maintenant, il ne faut pas occulter les périodes courtes, mais existantes de baisse, que vous voyez de toute façon à l'écran. Il est question, par exemple, de la crise immobilière des années 90, où vous voyez qu'il y a
une perte de la valeur des biens immobiliers ou encore de la crise financière des années 2008. Néanmoins, et c'est là où j'ai envie, encore une fois, de mettre l'accent, si on analyse l'évolution des valeurs par tranche de 20 ans, puisqu'on a dit précédemment que la durée de détention moyenne en SCPI était de l'ordre de 20 ans, 22 ans plus exactement, eh bien, on se rend compte que sur ces tranches de détention sur une vingtaine d'années, en immobilier, on est toujours en progression. Donc, encore une fois, plus on va conserver ce placement sur du long terme, mieux ce sera, bien entendu. Mais, encore une fois, de par le principe de l'immobilier, le temps va permettre notamment d'amortir d'éventuelles baisses qui pourraient intervenir sur votre placement. Alors, avant qu'on continue sur cette notion de temps qui, pour nous, est vraiment la pierre angulaire de l'épargne, et c'est là-dessus qu'il faut se projeter, c'est le temps par rapport à nos projets. Est-ce que tu peux faire le lien avec les stratégies opportunistes pour aller chercher d'autres cycles, ce qu'on évoquait tout à l'heure à travers peut-être les SCPI européennes? Bien sûr. Alors, je dirais que l'une de ces premières stratégies consisterait déjà à la diversification. C'est-à-dire qu'à l'instant T, vous avez des secteurs d'activité qui sont plus plébiscités que d'autres. Pour exemple, je vais donner le secteur de la logistique, par exemple, ou encore le secteur de la santé, qui, depuis la crise du Covid, attire énormément d'investisseurs. Et cette attraction d'investisseurs sur ces classes d'actifs-là, avec une offre qui n'est pas non plus, j'ai envie de dire, infinie, provoque mécaniquement une augmentation de la valeur de ces biens immobiliers, puisque la demande est beaucoup plus importante que l'offre. Donc, l'une des stratégies, en tout cas, que nous mettons en place côté meilleurscpi.com lorsque les épargnants s'adressent à nous pour constituer, ou en tout cas pour qu'on puisse les accompagner dans le choix de SCPI, c'est cette diversification, justement. Éviter, comme vous connaissez l'adage, de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qui nous permet, en temps un petit peu chahuté sur certaines classes d'actifs, d'avoir des secteurs d'activité qui vont supporter les moments un petit peu faibles de certaines autres classes d'actifs. Mais dans 10 ans, ces classes d'actifs qui aujourd'hui étaient peut-être en perte de vitesse retrouveront sans doute un engouement ou une vivacité plus importante. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et idem au niveau géographique aussi. Merci Minsa pour ces précisions. Avec une détention long terme, du coup, sur notre patrimoine en part de SCPI, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui va se passer sur le long terme, comme j'ai pu vous le présenter précédemment, c'est qu'il va y avoir des cycles, des moments de hausse, comme aussi il peut y avoir des moments de baisse. Mais sur le long terme, le constat que l'on a fait tout à l'heure, c'était que l'immobilier, historiquement parlant, bien entendu, avait tendance à se valoriser sur le long terme. En réalité, la vraie question qu'il faut se poser, ça c'est notre conviction chez meilleurscpi.com, c'est qu'est-ce qui permet aujourd'hui notamment de se protéger de cette inflation, et ce de façon durable. Parce qu'en tout cas, ça c'est ma conviction, c'est qu'on est entré dans un nouveau paradigme, dans un nouvel environnement où l'inflation, à mon avis, mais je n'ai pas de boule de cristal pour l'affirmer, ce n'est que mon avis, va durer. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est que faire de son épargne pour pouvoir se protéger contre l'inflation. Et à mon sens, l'immobilier est un excellent moyen de le faire, notamment. Ce qu'il faut encore une fois intégrer, c'est que dans la slide que nous avons vue un peu plus haut, l'inflation aujourd'hui en France et en Europe est de l'ordre de 6,5%. Ce qui veut donc dire que pour pouvoir protéger son épargne, il faudrait que vous, en tant qu'épargnant, soyez capable de générer chaque année, en moyenne, grosso modo, 6,5% pour se prémunir contre l'inflation. Quels sont les placements qui existent nous permettant de faire ça? C'est vrai que c'est une question à se poser, il y en a effectivement assez peu. On va passer maintenant aux conclusions, puisque le temps nous est un peu compté. S'il ne fallait retenir que 3 éléments de ce webinaire, ou vraiment les conclusions, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne, Minsa, de tout ça? Alors, premièrement, que la SCPI, comme je viens de l'énoncer, est un formidable produit de distribution et qui permet notamment de générer un revenu pérenne dans le temps. Je vous rappelle que le rendement moyen des SCPI est de l'ordre de 4,50% par an. La performance globale pour l'année 2022 est de l'ordre de 5% si je considère à la fois le rendement et la valorisation du prix de la part. Jonathan, tout à l'heure, a rappelé
en parlant de TRI de performance, que sur 20 ans, la performance des SCPI était supérieure à 8%. Donc, la SCPI est, comme je l'ai précisé tout à l'heure, un formidable outil, et d'autant plus actuellement, pour pouvoir lutter contre l'inflation et générer un complément de revenus nécessaire pour la retraite, par exemple. La deuxième chose que je retiens également, c'est que investir en SCPI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est investir dans l'immobilier, ce qu'on appelle communément de la pierre-papier, et que c'est un investissement qui doit s'envisager sur du long terme. On n'investit pas en SCPI pour en ressortir dans 6 mois. Et la SCPI est aujourd'hui l'un des placements avec ce qu'on appelle le meilleur couple risque-rendement. C'est-à-dire, au vu des risques qui pèsent sur la SCPI, mais en prenant en compte également le rendement dont je viens de parler, ça reste un placement très optimal. Et enfin, dernièrement… Et le dernier élément, et je pense que c'est une question qu'on se pose souvent, oui. Quand est-ce qu'on doit investir en SCPI ou quand est-ce qu'on doit investir tout court? Parce que je pense que ce conseil ne s'applique pas qu'aux SCPI, il s'applique vraiment aux différents produits d'épargne. Quand est-ce qu'il faut investir? Exactement. Alors déjà, il faut toujours, comme nous le disons aux clients et aux épargnants que nous accompagnons, réaliser ce qu'on appelle un audit patrimonial, une analyse patrimoniale de votre situation, que vous soyez au clair, vous en tant qu'épargnant, sur vos projets de vie, pour déterminer la meilleure stratégie à mettre en place. Une fois que cette stratégie a été définie, il faut trouver les placements qui sont en adéquation avec cette stratégie d'investissement. Et bien entendu, lorsque l'on parle immobilier, lorsque l'on parle SCPI, il n'y a pas de bon momentum pour y investir. L'idée est d'y aller régulièrement, selon ses moyens, selon ses objectifs et selon la stratégie qui a été mise en place, notamment avec la personne qui vous accompagne. Et c'est ce que nous faisons au quotidien chez meilleurscpi.com. Merci beaucoup, Minsa. Maintenant, j'ai plutôt envie de m'adresser à toi, Jonathan, d'un point de vue immobilier. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne? Alors, merci. Bon, déjà, je pense qu'il y a un consensus des professionnels que je côtoie. Alors, je connais à peu près tous les patrons de sociétés de gestion, mais également des investisseurs immobiliers dans différents fonds. Le consensus, c'est que c'est un marché d'opportunités. L'investissement, c'est un investissement long terme. On est aujourd'hui, il y a des difficultés de financement qui permettent à ceux qui ont de l'argent et les SCPI qui collectent de saisir des bonnes opportunités. On vous a montré quelques exemples d'acquisition. Le consensus des gens, également prudent, il est, oui, le moment d'acheter. Donc, moi, je préfère aller à la plage quand il y a moins de monde, parce que c'est plus agréable de profiter d'une plage avec moins de personnes. Alors, je ne fais pas de pêche, mais bon, voilà, je pense que la pêche, quand il y a moins de monde, c'est tout aussi agréable. C'est vraiment ce message-là que je veux que vous puissiez intégrer. C'est vraiment, vraiment important. Deuxième élément, c'est l'agilité et l'expérience de certains gérants. Il y a des gérants qui se sont serrés la ceinture sur la collecte pendant de nombreuses années. Il y a des gérants qui se sont pas serrés la ceinture. Eh bien, ceux qui se sont serrés la ceinture et ceux qui ont su saisir des bonnes opportunités, ceux qui ont su construire pas à pas un portefeuille et qui continuent de collecter beaucoup d'argent, eh bien, ces gérants-là, ils vont traverser la crise avec du travail. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ils vont la traverser et ils vont saisir des bonnes opportunités. Et quelque part, ils sont contents d'être dans cette situation-là parce que la tendance s'est inversée dans le rapport de force qu'il y avait vendeur-acheteur. Puis après, dernier élément, c'est l'élément sur la transparence et la considération qu'on a au sein de Meilleur SCPI vis-à-vis des familles qu'on accompagne dans le cadre de projets de vie. La transparence, parce qu'on essaie vraiment de vous apporter une grande lisibilité sur ce qui se passe. Voilà, ça c'est un des leitmotifs de notre société. Et également la transparence du produit de la SCPI. Je pourrais vous mettre une sortie de pêche en jeu que aujourd'hui 99% des Français ne savent pas ce qu'ils ont dans leur contrat d'assurance vie en unité de compte. 99% des Français ne savent pas que les ETF sont des ETF, qu'une grosse partie des ETF sont des ETF
dit synthétique, c'est de la finance de marché, c'est des produits dérivés. Quand vous investissez dans des SCPI, vous participez à l'économie. Votre investissement, il est réel. On n'est pas dans du Bitcoin, on est dans des choses qui sont réelles. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous savez ce qui se passe dans votre patrimoine. C'est vraiment très important. Et grâce à toute l'expertise qu'on a développée au sein de Meilleur SCPI et de Rock Data, on a un œil très aguerri et on ne se laisse pas impressionner par les gérants. Notre objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous constituer au fur et à mesure une épargne. Alors oui, c'est vrai qu'on vous demande d'investir régulièrement, d'être dans des projets d'investissement réguliers, mais ce n'est pas pour une raison, c'est pour une bonne raison. C'est pour une raison de constitution et de solidifier votre portefeuille, parce que sur long terme, c'est comme ça qu'on pense que vous serez quelque part tranquillisé, voilà, et que vous n'aurez pas à vous inquiéter sur votre portefeuille. Voilà, donc c'est en quelques mots le consensus des professionnels, ça c'est un élément qui est très fort et c'est de professionnels qui sont mon métier, que je connais pour certains depuis 15, presque 20 ans. L'agilité et l'expérience, c'est notre métier de comprendre comment les gérants travaillent et je peux vous assurer que au fur et à mesure, on voit très très bien ceux qui sont bien efficaces. Et puis la transparence et considération, on parle de la sueur de vos fronts pour votre épargne et puis pour vos projets de vie. Donc, on a plus que de la considération par rapport à ça. On a un immense respect. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces mots. Alors, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, avant que je vous pose quelques questions, Jonathan et Minsa, sachez que toutes les questions que vous avez posées, que ce soit avant le webinaire ou pendant le webinaire, auront une réponse. On vous apportera une réponse à chacun et chacune par email. En attendant, parce qu'on ne va pas avoir le temps de traiter évidemment toutes les questions. Alors, première question, mais je pense qu'on a quand même répondu. On a quand même répondu à travers ce webinaire qui est revenu plusieurs fois, c'est sur la baisse des valeurs des parts. On a beaucoup d'épargnants qui sont inquiets par rapport à cette évolution qui pourrait être négative. Qu'est-ce que tu peux peut-être nous dire ou nous redire là-dessus, Minsa? Encore une fois, c'est un risque et une éventualité qu'il ne faut pas écarter de par la nature de ces produits immobiliers. Maintenant, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai pu développer tout à l'heure, mais encore une fois, la SCPI a les moyens, a la solidité nécessaire et a plusieurs matelas de sécurité qui vont lui permettre de pouvoir passer la tempête. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on retienne ça et surtout le fait de continuer à investir dans cette période d'inflation et que si… Vas-y, Jonathan, je t'en prie. Ouais, moi, je voulais ajouter un élément qui me paraît important, c'est que il y a des SCPI, et je vous citerai par exemple l'exemple d'Imorante, qui ont démarré en 1988. D'accord ? Le prix de part en 1988, c'était 152,45 €. Donc, c'était 1000 francs. Eh bien, il y a certaines SCPI qui n'ont pas baissé leur prix de part. Voilà. Donc, ce qu'il faut se dire dans ce métier, dans ce marché, c'est qu'il va y avoir le bon grain de livret, comme d'habitude. Et nous, notre métier depuis 12 ans, c'est plutôt de vous orienter sur le très bon grain. Voilà. Donc, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Et quand il y a des journalistes qui disent le marché des SCPI, c'est compliqué, etc., je peux vous assurer j'aimerais qu'ils comprennent un peu plus que ça va être un marché d'opportunités. Ça va être le moment de faire des bonnes affaires, ça va être le moment de constituer du rendement supplémentaire dans les prochains mois et de la plus-value potentielle à terme. Pour nous, c'est du bon sens. Voilà. Donc, autant pendant plein d'années, on a été plutôt prudent, on vous a dit découpez vos investissements, etc. Là, on sent qu'il va y avoir une fenêtre de tir qui va être très forte, très, très intéressante. Et il y a des SCPI qui, pendant les périodes de crise, ne baisseront pas leur prix de part. Donc ça, voilà, on a la preuve avec Imorante qui n'a pas bougé d'un iota son prix de part pendant la crise des années 90, et on sait ô combien elle a été difficile. Eh bien, le gérant qui a su prendre sa sécurité, qui a su bien mettre en place ses investissements, eh bien, il y a de grandes chances qu'il soit dans la même situation. Alors justement, Jonathan, on a une question qui fait un peu le lien avec ce que tu dis. Les SCPI qui n'arrivent plus à collecter ne risquent-elles pas de passer à côté des opportunités et justement de ce côté bonnes affaires? C'est une évidence que c'est important d'avoir une SCPI qui a une dynamique de collecte. Voilà, ça c'est important. Mais la dynamique de collecte, si vous voulez,
elle est là pour des SCPI qui offrent voilà, une rentabilité supérieure à 4,5-5% de rendement. Voilà. Il y a des SCPI qui sont des SCPI qui offrent des rendements inférieurs à 4. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais sans doute, elles reprendront des couleurs quand elles auront acté la baisse de prix de part. Et surtout, si je peux me permettre d'ajouter une chose, ce n'est pas parce que sur ces SCPI dont tu parles, Jonathan, qui pourraient subir une baisse de prix de part que pour autant, elles ne continueraient pas de verser des loyers. Ah, Ça, bien c'est sûr, important ouais, de le rappeler également. ah oui, c'est une évidence. Hein. La SCPI, ça fait plus de 50 ans que trimestriellement, les premiers épargnants, alors sans doute il y a il y a des doyens de la SCPI, ils continuent d'avoir leurs revenus. Donc c'est un élément qui est quand même considérable. Moi, je veux parler d'un exemple d'un investissement que j'ai effectué dans la holding Rallye qui détient Casino. Je peux vous assurer, j'ai perdu 95% de mon investissement. Bon, bah voilà. Heureusement que j'ai diversifié. Heureusement que j'ai C'était pas une bonne diversifié. affaire, du coup. C'était pas une Voilà, bonne affaire. c'était pas une bonne affaire, mais heureusement que j'ai diversifié et se créer du revenu passif, comme tu l'évoques, Minsa, parce que c'est ça, hein, quelque part, le revenu passif. Et ben, le revenu passif, ça vous permet de vous réinvestir, de se positionner sur le très long terme. Alors justement, messieurs, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. On a eu une question qui, encore une fois, fait le lien avec ce que tu viens de dire, Jonathan. Vous parliez tous les deux des loyers qui sont versés et on a parlé, nous, pendant notre présentation, d'une indexation des loyers. Donc, on a cette indexation du loyer. Mais finalement, si au vu de la situation économique, mes locataires font faillite, est-ce que je ne risque pas de perdre une partie des loyers? C'est une question qui revient de la part des épargnants. Comment sont sélectionnés peut-être ces locataires? Est-ce que j'ai beaucoup de locataires? Comment ça se passe en STPI? Tu veux y aller, Jonathan? Oui, ce que je peux, avec plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en moyenne, chez Meilleur SCPI, nos clients, ils ont à peu près 800 actifs immobiliers sur le portefeuille qu'ils ont. Donc, autant de locataires différents. Alors, plus, parce qu'en fait, en moyenne, on a 2,5 locataires par actif immobilier. Donc, ça fait combien? Donc, j'ai 2000 locataires quasiment. J'ai 2000 locataires. Il faut m'expliquer en investissement en immobilier comment c'est possible d'avoir 2000 locataires qui sont de nature différente, dans des pays différents, avec des métiers différents. Voilà. Donc, la SCPI, je vais avoir mes 2000 locataires. Donc, si j'ai mes 2000 locataires, bon, bah, si j'ai 5 locataires qui font faillite, 10 locataires qui font faillite, oui, c'est un impact sur mon flux, mais ça a moins d'impact que si j'ai les murs d'une boutique et que mon locataire il fait faillite tout court. Voilà. Parce que si j'ai une boutique et que mon locataire il fait faillite ou que je suis en période de Covid, que mon locataire ne paye plus, bah, bon courage pour l'investissement. Les gérants, qu'est-ce qu'ils font quand ils sélectionnent un locataire? Bien évidemment, ils prennent quelques garanties. Des garanties, on a des dépôts de garantie, on peut avoir des garanties bancaires également. Le gérant, il va étudier la situation financière. Voilà, et on a quand même une dynamique en France qui est très forte, hein, et puis également en Europe. Voilà, donc bien évidemment, il y a toujours ce risque locataire, mais les gérants, de par leur gestion de plus en plus fine, ils ont des outils pour suivre la santé financière des entreprises. On l'a bien vu pendant la période du Covid, on a eu plein d'éléments de communication de la part des gérants pour savoir dans quel état financier étaient leurs entreprises. Donc, ce sont des éléments qui sont… voilà, c'est une gestion de plus en plus fine et de plus en plus financière de l'immobilier. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, Jonathan, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, l'une des solutions également que nous proposons aux épargnants qui nous accompagnent, c'est aussi la diversification au niveau du choix des produits, encore une fois. Une SCPI, vous l'avez compris, est déjà un fonds immobilier relativement bien mutualisé, aussi bien en termes de nombre d'actifs immobiliers que de locataires. Mais à plus forte raison, si vous multipliez ces lignes de SCPI dans votre portefeuille, vous augmentez d'autant la mutualisation de votre portefeuille global. Merci beaucoup, Minsa. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout en termes de timing. Hein, ça fait presque un peu plus de 50 minutes. On s'était fixé 45 minutes pour ce webinaire. En tout cas, notre équipe reste à votre disposition. Minsa, Samuel et Sacha seront ravis de répondre à vos questions, de vous éclairer sur un certain nombre de points. Et comme on vous l'a précisé tout à l'heure, vous recevrez tous une réponse par rapport aux questions que vous avez posées avant ou pendant ce webinaire.
En tout cas, un grand merci pour votre confiance et pour votre présence ce soir. On espère continuer à échanger avec vous et on continuera d'être transparent et de vous donner toute l'information dont vous avez besoin pour comprendre ce marché et gérer votre épargne au mieux. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci à tous.